Alors, les élections européennes du 9 juin prochain seront les 10e élections du Parlement européen. Alors, le Parlement européen, très rapidement en introduction, c'est une des trois institutions majeures de l'Union européenne. Nous avons ce Parlement européen donc, qui représente l'intérêt général européen, enfin l'intérêt des citoyens européens. Nous avons le Conseil européen qui, lui, représente les intérêts des États et donc est constitué des chefs d'État et de gouvernement des différents États membres et qui se décline en un Conseil de l'Union européenne qui est le Conseil des ministres selon les thématiques qui intéressent chaque ministre. Et puis, nous avons la Commission européenne qui, elle, pour le coup, représente l'intérêt général européen. Donc nous avons ces trois institutions, et ce sont ces trois institutions qui définissent les lois européennes, qui sont, vous le savez, les directives et les règlements. La différence étant que les règlements s'appliquent immédiatement, alors que les directives doivent être déclinées dans le droit national. La Commission européenne est donc composée de 27 commissaires, un commissaire par État membre. Et puis, cette commission est avec une personne à sa tête, donc qui est actuellement Madame von der Leyen. Et à la tête de la Commission européenne, en principe, se trouve la personne qui était le Spitzenkandidat, c'est-à-dire la tête de liste du parti politique européen qui a remporté les élections. Donc vous avez chaque tête de liste qui est désignée par les différents partis politiques européens. Donc la droite, le PPE, a redésigné Madame von der Leyen et le PSE, le Parti socialiste européen, a désigné Monsieur Nicolas Schmit, qui était commissaire européen déjà dans la commission de Madame von der Leyen. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si chaque État désigne un commissaire, c'est en fonction de l'étiquette politique du gouvernement de chaque État membre. Donc si vous avez, prenons une position assez radicale pour bien comprendre, si vous avez 27 États membres dirigés par la droite, eh bien vous aurez 27 commissaires européens de droite. Et quand bien même les élections européennes auraient donné une majorité à la gauche. Donc là, on voit bien qu'on a un petit problème démocratique, c'est-à-dire que si vous avez une élection qui donne une majorité à un camp, mais que c'est en opposition avec ce qui est la majorité du Conseil, eh bien, dans les nominations, il doit y avoir des discussions sur la répartition des postes. Alors évidemment, j'ai pris quelque chose de radical, mais dans les faits, comme vous avez une partie des pays qui sont gouvernés par la gauche, d'autres par la droite, d'autres enfin par le centre, maintenant même malheureusement d'autres pays gouvernés par l'extrême droite, vous avez un équilibre qui se forme. Et cet équilibre se forme d'autant plus que pour la nomination de la présidente ou du président de la Commission européenne, eh bien, il faut trouver quelqu'un qui puisse être majoritaire au Parlement européen. Parce qu'en effet, vous savez, c'est un des reproches qu'on fait souvent à la Constitution, à la construction européenne, c'est de dire, finalement, tout ça n'est pas très démocratique. Alors qu'au contraire, les institutions européennes sont bien plus démocratiques que notre 5e République française. Pourquoi? Parce que donc le président de la Commission européenne, eh bien, il est investi par les parlementaires européens. Premièrement, et deuxièmement ensuite, la totalité de la Commission européenne est aussi investie par les parlementaires européens, sachant que chaque commissaire européen, donc chaque candidat à la fonction de commissaire européen, est auditionné par le Parlement européen pour vérifier à la fois qu'il est compétent dans le domaine et auquel il prétend, et ensuite qu'il est compétent et puis qu'il puisse avoir évidemment une majorité derrière lui sur ce qu'il souhaite faire, sur son projet qu'il souhaite appliquer. Donc nous avons, vous voyez, cette double finalement élection de la Commission européenne, qui est d'abord le président de la Commission, puis ensuite l'ensemble de la Commission. Donc, c'est ce qu'on appelle, vous savez, le grand mercato des institutions européennes, donc entre le rôle donc, des différents commissaires européens, le rôle de président du Conseil européen, vous avez aussi le rôle du haut commissaire aux relations extérieures, et puis évidemment le rôle de président du Parlement européen.
Donc nous avons, vous voyez, toutes ces institutions avec différentes légitimités qui s'opposent. Et ce Parlement européen, lui, son rôle, c'est d'intervenir dans le vote du budget et dans, évidemment, l'adoption, le vote des lois européennes, donc les règlements et directives. Donc ces directives doivent être transposées en droit national. Sauf que cette Europe, là aussi, contrairement à ce qu'on nous explique, elle n'intervient pas sur tous les domaines. Elle intervient, et donc à travers elle le Parlement européen, finalement, il n'y a que 5 compétences exclusives de l'Union, c'est-à-dire des compétences pour lesquelles les États membres ont transféré l'intégralité de leur souveraineté à l'Union européenne. Vous voyez, 5, c'est pas beaucoup, sachant qu'il y en a 3 qui sont très proches, très liés, c'est l'union douanière, les règles de concurrence et la politique commerciale commune. Ensuite, nous avons ce qui concerne la conservation des ressources biologiques de la mer, et non pas la PAC, parce que la politique agricole commune, maintenant, est passée en compétences partagées, a été rétrogradée. Et puis, nous avons enfin la politique monétaire pour les États membres de la zone euro. Donc, pour tous les autres domaines, on est soit en compétences partagées, c'est-à-dire que l'Europe peut intervenir, mais les États membres également, ou en compétences d'appui, c'est-à-dire que là, en principe, l'Union européenne n'est pas censée intervenir, sauf si elle apporte une véritable plus-value. Hein, c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on essaye d'intervenir au niveau le plus bas possible, et chaque échelon supérieur doit prouver sa plus-value pour légitimer son action. Donc nous allons avoir ces 10e élections européennes qui se tiennent, et là, il va y avoir plusieurs enjeux majeurs, évidemment, pour l'avenir de l'Europe. Mais bon, on dit des enjeux majeurs, mais finalement, à chaque élection, il y a des enjeux. Alors, pourquoi là sont-ils un peu plus majeurs peut-être? C'est bien entendu parce que, contrairement à la fois précédente, nous avons la guerre à la frontière de l'Union européenne, et donc la question qui se pose en numéro 1, il nous semble, c'est les enjeux de sécurité. Et comment intervenir par rapport au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons deuxième enjeu qui concerne l'environnement. Vous avez bien vu que le Green Deal, on va y revenir, mais quand même qu'il y a un enjeu. Qu'est-ce qu'on veut faire en transition écologique, en transition énergétique? Nous avons aussi des enjeux économiques. Comment faire pour que l'Union européenne reste une zone de prospérité et reste un des endroits les plus développés économiquement du monde? Et enfin, des enjeux sociaux. Comment faire pour que l'Union européenne reste, là encore, la première zone politique en termes de droits sociaux, et comment maintenir cette cohésion sociale. Donc évidemment, chaque parti politique européen a décliné son programme. Je rappelle que les groupes au Parlement européen sont principalement, nous avons le groupe de la gauche unie européenne, nous avons le groupe des Verts, nous avons le groupe du Parti socialiste, nous avons le groupe des centristes qui s'appelle l'ALDE, qui regroupe à la fois les libéraux et les démocrates européens, qui est un groupe assez hétérogène, hein, avec en effet des vrais centristes et puis j'allais dire des vrais libéraux, d'ailleurs dans le sens économique du terme, donc qui sont plutôt des formations de droite en fait. Et puis, justement, à la droite de l'hémicycle, nous avons le Parti populaire européen, qui regroupe les droites européennes, et puis deux autres groupes d'extrême droite, qui sont les souverainistes, le CR, qui se présentait comme ça, parce que notamment c'est là où il y avait les Britanniques, et puis le groupe de la droite plus nationaliste, celui où il y a le Front National. Donc nous avons ces différents partis européens, mais finalement qui ont du mal à exister au niveau européen dans cette campagne électorale. Je pense que très peu de citoyens connaissent les têtes de liste des différents partis, ces fameuses Spitzenkandidaten, qui donc dans l'absolu, en cas de victoire de leur camp politique, eh bien, devraient être nommés président de la Commission européenne s'ils arrivent à réunir une majorité. Donc ces différents partis présentent des propositions sur ces différents sujets, ces différents enjeux que je vous ai évoqués. Mais évidemment, sur l'enjeu, par exemple, si on revient sur la question de l'Ukraine, on voit bien qu'il y a d'un côté des partis politiques qui sont pour aider au maximum les Ukrainiens, d'autres qui sont pour les aider le moins possible. On a aussi la même chose, je n'ai pas parlé dans ces enjeux, mais évidemment, on a aussi un enjeu qui est important, c'est tout ce qui concerne l'immigration. Hein, il y a eu un pacte qui a été adopté il y a quelques jours, voire quelques semaines, et qui est déjà remis
en cause par l'extrême droite. Et comment va se passer finalement ensuite comment va se matérialiser en fait les résultats de ces élections européennes? Ça va se poser la question en fait de la coalition qui va se mettre en place. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, l'Europe est gouvernée par une grande coalition qui était historiquement entre les socialistes et les démocrates chrétiens, auxquels se sont ajoutés, suite aux dernières élections, les centristes. Pourquoi ils se sont ajoutés? C'est bien parce que élection après élection, les démocrates chrétiens et les socialistes sont de moins en moins nombreux, enfin de moins en moins majoritaires au Parlement européen. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a eu l'émergence de nouvelles forces politiques. Historiquement, par exemple, ce sont les écologistes. Et puis, il y a eu aussi ce groupe qui s'est créé donc, de centristes. Et enfin, malheureusement, encore une fois, à l'extrême droite, nous avons eu deux nouveaux groupes qui se sont créés. Sachant qu'il y a aussi, évidemment, comme Doux Parlement, un groupe de non-inscrits, enfin qui n'est pas un groupe, mais nous avons des députés non-inscrits. Et donc, la grande question de cette élection européenne, c'est quelle majorité sortira de celle-ci? Si on regarde aujourd'hui les sondages, la majorité socialiste, PPE, centriste, n'est pas sûre, certaine d'être majoritaire. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer s'il n'y avait pas cette majorité? Soit ce serait de l'élargir aux écologistes, ce qui serait le plus rationnel d'un point de vue politique, et sûrement le plus efficace, mais il y a aussi une autre possibilité, à laquelle pousse beaucoup Meloni, qui est la première ministre italienne, donc du parti post-fasciste. Ce serait en fait une union des droites et avec une majorité au Parlement européen qui réunirait les nationalistes, le centre-droit et peut-être même, pourquoi pas, les centristes. Parce qu'il faut rappeler que dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, malheureusement, nous avons l'extrême droite qui gouverne en coalition avec la droite, voire avec le centre également. Donc c'est cette majorité que l'extrême droite, enfin une partie de l'extrême droite, aimerait reproduire au niveau européen. Et en fait, c'est là où est le principal enjeu démocratique de cette élection européenne, c'est quelle majorité on aura le 9 juin au soir. Quelle majorité sera possible? Évidemment, cet enjeu-là est assez peu présent, voire totalement absent des débats politiques nationaux. Parce que le débat politique national se concentre parfois sur les enjeux européens, en effet, et on évoque quand même, on parle de ces questions de sécurité, ces questions d'environnement, et là notamment sur tous les sujets que vous évoquez, vous voyez bien que ce ne sera pas la même politique, notamment sur l'environnement, où cette majorité avait poussé le Green Deal, certes qui a été en partie détricoté sur la fin face à la pression des forces populistes et des agriculteurs, mais, enfin d'une partie des agriculteurs, mais on voit bien que s'il y avait une majorité droite, extrême droite, là, on pourrait craindre de véritables reculs sur ces questions d'environnement, mais aussi, évidemment, sur les questions de sécurité, parce qu'on sait que l'extrême droite, du moins une partie d'entre elles, est quand même plutôt fait preuve de sympathie, de complaisance vis-à-vis des régimes autoritaires et donc de Vladimir Poutine. Donc, nous avons ces enjeux qui sont importants, cette question de la coalition. Évidemment, on n'en parle pas dans les débats français parce que les gens ne connaissent pas les responsables de ces partis politiques. Et finalement, nos responsables politiques eux-mêmes sont principalement préoccupés par les enjeux de l'élection présidentielle de 2027 et essayent de faire de cette élection européenne finalement une espèce de premier round, donc avec un hors-sujet total. Alors, on pourrait se demander comment expliquer quand même ce hors-sujet assez important. Il y a plusieurs raisons selon moi. D'abord, nos responsables politiques sont formés dans une vision démocratique étroitement nationale. On fait ses gammes au niveau local, départemental, régional, on est élu député, sénateur, on veut être ministre et puis président de la République. Et finalement, dans ce parcours démocratique d'élu, finalement, le mandat européen apparaît au mieux comme un purgatoire ou au pire comme une punition. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a des vrais députés européens qui s'investissent sur les questions européennes, qui ont envie de faire des choses dans les institutions européennes, sauf que souvent, quand on le fait,
on est perdu de vue au niveau national. Et d'ailleurs, vous avez vu, c'était assez intéressant, une des dernières interventions de Raphaël Glucksmann qui a dit: «Ah, mais attendez, si je suis élu député européen, vous inquiétez pas, je ne vais pas oublier ce qui va se passer en France, je prendrai le train et je m'impliquerai sur ce qui se passe au niveau national». Comme si finalement il y avait une césure entre politique européenne et politique nationale, alors qu'en fait ce n'est qu'une déclinaison de l'expression de notre souveraineté entre ce qui se passe au niveau local, à l'échelon national et à l'échelon européen. Tout ça forme un continuum et simplement il faut se demander comment on peut faire pour rendre tout cela plus efficace, plus juste, et à quel niveau faut-il s'investir par rapport aux compétences ou par rapport à ce qu'on veut faire. Donc nous avons cette première explication. Il y a une deuxième explication, c'est que le fonctionnement de la politique au niveau européen est complètement différent de ce qui se passe au niveau national. Ça, c'est le gros problème. La démocratie française est la seule démocratie des 27 États membres où il n'y a aucune représentation à la proportionnelle. La plupart des pays sont soit entièrement à la proportionnelle ou au moins avec une part de proportionnelle. Et vous avez, suite à ces élections, dans les scrutins nationaux, des parlements où une majorité se dégage avec des compromis, parce que vous n'avez que des majorités relatives. Aucun parti n'est majoritaire à lui tout seul, donc il doit trouver des alliés. Et donc vous avez un fonctionnement qui est de compromis, déjà de compromis pour faire une majorité, et puis, et quand bien même dans le fonctionnement ensuite de la législature, eh bien, vous avez des compromis qui se font au fur et à mesure au niveau national, et cela se décline parfaitement au niveau européen. C'est-à-dire qu'au niveau européen, certes, vous avez une majorité PSE, PPE et les libéraux, mais au gré des textes, eh bien, vous avez des compromis qui peuvent se faire plus avec la gauche, les Verts, ou plus vers la droite, etc. Vous avez des compromis sur les amendements, et puis vous avez des votes au niveau des textes. Donc cette notion de compromis en France, elle est vue comme de la compromission, de la trahison, et d'ailleurs, on rappelle trop peu, évidemment, dans le débat de ces élections, que, en effet, quel que soit le résultat des élections le 9 juin, il est probable que les socialistes, donc de M. Glucksmann, et les conservateurs de M. Bellamy, et on ajoute évidemment les macronistes de Mme Ayer, travailleront ensemble au Parlement européen. Sauf ça, évidemment, personne n'ose le dire. Et alors, il y a même eu ce discours aussi extraordinaire des Républicains qui ont dit, si vous voulez virer Madame van der Leyen, parce que vraiment, elle n'est pas bien, hein, elle est méchante, elle est trop écologiste, eh bien, il faut voter pour la liste Bellamy. Donc, résumons-nous, pour virer un président ou une présidente PPE, il faut voter PPE. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, et je vous passe évidemment les partis politiques nationaux qui disent bah, non, mais nous, on est sur le programme de notre parti politique européen, législatif, vous auriez eu je sais pas, les socialistes. On a quand même quelques nuances qu'on va rajouter, donc si vous votez pour nous en Alsace, ce sera un peu différent, etc. Évidemment, là, après, il ne faut pas s'étonner de perdre les citoyens. Donc, vous voyez bien, on a une culture politique différente au niveau national et au niveau européen, mais finalement, tout ça, on pourrait très bien l'expliquer aux citoyens. Ça, il n'y aurait aucune difficulté d'expliquer que nous sommes sur un mode où, en effet, il faut des compromis, il faut une majorité, et ce n'est pas trahir ses convictions. C'est simplement que comme il faut bien que la démocratie fonctionne, que battre l'adversaire, c'est pas l'humilier, c'est pas nier, c'est pas le nier, eh bien, il faut arriver à mettre en musique finalement ce qu'ont souhaité les citoyens européens lors des élections. Et c'est pour ça aussi que, autre point qu'on dit assez souvent, c'est l'Union européenne finalement est à droite, mène des politiques de droite. Alors, il faudrait nuancer ça parce que c'est faux. Mais ce qui est vrai quand même, c'est que la dernière fois que la gauche a remporté les élections européennes au niveau donc européen, parce que finalement c'est le seul résultat qui compte, hein, que la gauche française remporte les élections, ça nous fait une belle jambe. Si elle le perd au niveau national, ce qu'il faut regarder, c'est au niveau européen les résultats. Eh bien, la dernière fois que la gauche a gagné les élections au niveau européen, c'était en 1994. Donc c'était il y a 30 ans.
Donc évidemment, comme vous avez une droite qui est majoritaire au Parlement européen depuis 30 ans, bah oui, c'est quand même démocratiquement plutôt logique que l'échelon européen, eh bien, finalement, mène des politiques qui ne soient pas foncièrement social-démocrates. Voilà. Donc, si on veut une Europe plus progressiste, plus humaniste, plus écologiste, eh bien, évidemment, il faut renforcer les forces politiques pro-européennes et progressistes au Parlement européen. Je voudrais terminer cet exposé, parce que je ne voudrais pas être trop long, même sinon il y aurait 1 milliard de choses à dire, sur 2 choses. La première chose, je vous expliquais ce décalage entre la politique nationale et la politique européenne. C'est là où on peut reprocher beaucoup de choses à nos gouvernements successifs, et notamment au gouvernement en place d'Emmanuel Macron, qui est quand même un chef d'État très pro-européen, qui a une majorité pro-européenne. On pourrait même penser que la seule chose qui unit réellement cette majorité présidentielle, c'est son engagement en faveur de la construction européenne. Et pourtant, depuis qu'Emmanuel Macron a été élu, et réélu ensuite, finalement, il n'a rien fait pour développer le réflexe européen en France. C'est-à-dire, il n'a rien fait pour faire en sorte qu'il y ait plus d'informations sur l'Union européenne, plus de débats sur les politiques européennes. Il ne s'agit pas, encore une fois, de faire de la propagande sur l'Union européenne, mais d'informer les citoyens pour qu'ils soient pleinement conscients de quel est le rôle de l'Europe dans leur quotidien, quelles sont les compétences de l'Union européenne et ce que peut faire l'Europe. Par exemple, je vous donnerai un chiffre. L'État français au sens large, la France, hein, donc au niveau national, aussi les collectivités locales, la sécurité sociale, les dépenses publiques françaises, c'est grosso modo 1500 milliards d'euros par an. 1500 milliards d'euros par an. L'Union européenne, pour les 27 États membres, donc, hein, c'est aux environs de 190 milliards d'euros par an. Donc vous voyez bien que l'Union européenne est un nain budgétaire. Donc quand on dit mais pourquoi l'Europe n'agit pas plus dans le champ économique, social, etc., pourquoi est-ce qu'il fait principalement des normes et des règles? Eh bien c'est tout simplement quand vous n'avez pas les moyens d'agir budgétairement, eh bien, vous agissez sur ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire vous établissez des normes. Et pourquoi l'enjeu économique est très important, l'enjeu de la prospérité européenne, c'est qu'à un moment, la question est de savoir si est-ce qu'on arrive à imposer les normes ou est-ce qu'on les subit. Hein. L'Europe est un grand marché avec des consommateurs, mais à un moment, si on n'est pas en mesure politiquement, si l'Europe n'arrive pas à faire le poids pour imposer ces normes, eh bien ce seront les autres qui nous l'imposeront. Hein. Et on voit ce qui se passe avec les Chinois notamment, qui essayent en effet de nous vendre leurs produits, et donc le rapport de force est toujours fragile. Donc c'est pour ça aussi qu'il est important de renforcer l'Union européenne, il est important de mettre en avant les questions relatives au marché unique européen, mais ça, je vous le disais, c'est compliqué pour nos responsables politiques, en fait, alors qu'on se rend compte, et notamment depuis le Brexit, mais même avant, que les citoyens français et européens sont beaucoup plus matures sur les questions-là que sur nos responsables politiques. Les citoyens européens sont bien conscients que nos États membres, seuls, sur un certain nombre de sujets, finalement, ils sont relativement faibles. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur les enjeux de défense, si demain la Russie décide de s'attaquer aux États baltes, décide d'attaquer la Pologne, décide d'aller en Roumanie, c'est sûr que ce n'est pas les petites armées de ces pays-là qui pourront faire quoi que ce soit. Donc ces questions-là de défense européenne, de solidarité européenne, elles se posent évidemment de manière importante pour ces élections. Alors ensuite, je vous disais 2 points. Le dernier point, c'est évidemment mettre en avant les apports et les avantages de l'Union européenne. Nous sommes dans un discours qui est beaucoup trop décliniste, négatif, où on dénigre constamment ce qui se passe. L'Union européenne et ses États membres d'ailleurs ont accompli des choses extraordinaires ces 60 dernières années. Nous avons construit une prospérité économique, nous avons construit une économie sociale de marché, nous avons défendu les droits de l'homme comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Hein. Donc, évidemment, nous avons des défis, évidemment, il y a des menaces, évidemment, c'est imparfait. Mais si on ne met pas en avant les points forts que nous avons, eh bien, finalement, on donne raison
sans le vouloir forcément, mais on donne raison à tous les adversaires de l'Union européenne et à tous les adversaires de notre démocratie et de notre système démocratique. Nous devons être beaucoup plus à l'offensive contre les populistes, contre l'extrême droite, contre toutes ces forces autoritaires qui font leur propagande au sein de l'Union européenne. Parce que il ne faut jamais oublier que dans cette Union européenne, il y a des millions d'Européens qui se mobilisent sur les questions sociales, sur les questions de solidarité, dans les domaines d'éducation, dans les domaines culturels, en soutien aux migrants, au soutien aux plus fragiles, qui essayent d'inventer de nouvelles solidarités, de conquérir de nouveaux droits. Et ça, finalement, eh ben, on n'arrive pas à le mettre en avant au sein de l'Union européenne, ce qui est bien dommage. Enfin, on n'arrive pas assez à le mettre en avant, alors que on voit bien que les peuples qui ne sont pas au sein de l'Union européenne, finalement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Si vous prenez les peuples éloignés de l'Union européenne, ils vous disent, mais en fait, votre mode de vie, c'est ça que nous voulons. Hein, ce respect de l'état de droit, la démocratie, la prospérité, des droits sociaux, la défense des plus faibles, eh bien oui, c'est ce mode de vie auquel on aspire. Hein, les gens n'ont pas envie de vivre en Russie, n'ont pas envie de vivre au Venezuela ou n'ont pas envie de vivre en Corée du Nord. Donc, nous avons cette vision, encore une fois, déformée au sein de l'Union européenne. Et puis, si on regarde notre frontière proche, et je pense notamment, et je terminerai par là, à ce qui se passe en Géorgie, pour eux, l'Europe, c'est l'avenir, c'est la liberté. Et donc ces pays-là, les citoyens de ces pays-là souhaitent rejoindre l'Union européenne parce que c'est l'espoir que cela incarne. Et il ne faut jamais oublier que, en effet, l'Europe incarne pour beaucoup à l'international, et je vous dis notamment dans les pays les plus proches, un espoir de liberté, de prospérité, de droit et d'une vie meilleure pour eux et pour leurs enfants, parce qu'ils ont bien constaté que, vous savez, on a fêté là, les 20 ans du grand élargissement. Et on a bien vu les gains incroyables en termes de niveau de vie et en termes de liberté qui ont été conquis par ces pays-là. Donc le bilan de l'Union européenne, qui est une structure jamais vue dans l'histoire de l'humanité, est extrêmement positif. Pas parfait, évidemment, mais extrêmement positif. Donc cette construction, on doit la reprendre. Il n'y a aucune fatalité à ce que l'extrême droite réagisse à un gros résultat aux élections européennes en France ou ailleurs. Et de toute façon, elle ne sera pas majoritaire. Donc il faut que les forces progressistes se ressaisissent et soient à l'offensive, notamment en proposant des alternatives politiques. Et il faut aussi que les forces de centre-droit se ressaisissent également, arrêtent de faire des complexes d'infériorité vis-à-vis de l'extrême droite, retrouvent leurs valeurs, hein, et puis c'est comme ça que nous combattrons l'extrême droite. Ce n'est certainement pas en cédant sur les questions migratoires, les questions de souveraineté, en expliquant que finalement la démocratie, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Bien sûr que si. Donc il faut redresser la tête et reprendre le coup. Alors il y a une question de Jean-Claude Devez, donc sur la complexité. Alors évidemment si, c'est très complexe l'Union européenne. Mais j'ai un scoop, c'est pas plus complexe que la Ve République. Mais quelle est la grande différence en fait? C'est que la politique nationale, elle est incarnée. C'est-à-dire que quand vous parlez du pouvoir, bah, vous avez en tête Emmanuel Macron, Attal, vous connaissez quelques ministres, et puis vous voyez les oppositions. Les oppositions, elles sont aussi incarnées. Voilà. Et puis vous savez qu'il y a des élections, vous pouvez changer les majorités, les oppositions, etc. Au niveau européen, finalement, bah, on ne connaît pas principalement. Hein. Est-ce qu'on sait qui est le président du Parlement européen? Pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas dans les médias, qui est aussi d'ailleurs un problème dont je n'ai pas parlé, mais c'est quand même l'invisibilité de l'Europe dans les médias, notamment à la télé. Parce que la presse écrite fait quand même plutôt bien son travail, mais dans les médias télévisuels, c'est compliqué. Et donc, c'est cette incarnation dont on a besoin. Et puis, le deuxième point, mais ça, je vous en ai parlé, évidemment, c'est que la vie politique européenne étant un mode de fonctionnement différent de celui national, où c'est pas bloc contre bloc, hein, c'est pas les gentils contre les méchants, c'est beaucoup moins manichéen, c'est beaucoup plus subtil et donc beaucoup plus efficace, et bien évidemment, cette chose-là, on n'en parle pas. Alors,
Ah oui, alors les partis politiques français dans les ensembles politiques européens. Alors ça, vous pourrez le retrouver assez facilement sur Internet, mais en gros, vous avez une déclinaison au niveau national des partis politiques européens. Et d'ailleurs, moi, une proposition que je fais, ce serait en fait de dire que les partis politiques ne doivent être plus qu'européens. Je pense qu'on aiderait à européaniser la politique si on expliquait que finalement aux élections, mais y compris aux élections municipales, locales, etc., hein, eh bien finalement, on vote pour le parti de la gauche unie européenne. En France, c'est LFI et le Parti communiste. On vote pour les Verts européens. Bon, ça, ce sont les Verts. On vote pour le Parti socialiste européen, les socialistes. On vote pour la LDE, c'est la majorité présidentielle, hein, le MoDem, Horizon et puis En Marche, enfin maintenant Renaissance. Si on vote pour le PPE, le Parti populaire européen, eh bien c'est LR. Vous avez, alors à l'extrême droite, ça bouge beaucoup en ce moment, mais vous avez à l'ECR, vous avez le parti Reconquête. Et puis, sinon, vous avez donc dans le groupe de Mélanie, vous avez, donc la première ministre italienne, vous avez le Front National. Alors, oui, alors je vous disais, ça aiderait pour l'identification au moment où vous votez, et puis ça aiderait aussi pour la définition des programmes. Parce que si vous êtes membre, par exemple, du parti, je ne sais pas, on va dire, vous êtes membre des Républicains. Vous êtes membre des Républicains, vous votez finalement pour définir une plateforme programmatique qui est celle des Républicains. Alors que si finalement vous étiez membre d'un parti qui s'appelait le Parti populaire européen, et puis vous êtes membre de la section française, et ensuite de la section, enfin, ça dépend comment se divisent les partis, mais de votre département, de votre ville, et vous seriez vraiment là très intéressé pour l'élaboration de quel est le leader de mon parti politique, quelle est la ligne du PPE sur la question des migrations économiques, sociales, etc. Et il faut aussi rendre les citoyens européens acteurs de la vie politique française. Et il faut que les corps intermédiaires aussi se saisissent de ces enjeux-là. La politisation de l'Europe, elle relève de la responsabilité de chacun. Alors, on parle ensuite de une question suivante sur les listes européennes. Alors évidemment, il faudrait des listes transnationales, mais il faudrait surtout en fait des vraies élections européennes. C'est-à-dire que une liste transnationale, pourquoi pas, mais vous voyez bien quand vous votez aux élections législatives, vous votez quand même pour votre député de votre circonscription et ça ne vous empêche pas de comprendre que ça va avoir un impact au niveau national. Donc une liste transnationale, ce serait un pis-aller. Pour moi, il faudrait, en effet, je vous dis, la meilleure solution pour moi, ce serait des partis politiques européens qui se déclinent au niveau national et puis évidemment ensuite au niveau local. Alors, pourquoi les règles d'élection des députés européens diffèrent selon les pays? Eh bien, tout simplement parce que chaque pays est libre d'organiser l'élection de ses députés européens comme il le souhaite. Il y a juste une obligation, c'est qu'il faut que ce soit un scrutin à la proportionnelle. Voilà. Et que le pays soit divisé en circonscriptions, sachant qu'il peut y avoir une seule circonscription nationale ou des circonscriptions plus régionales. Et en France, vous avez vu, on a alterné entre les deux, on est revenu à un scrutin national, mais on a une obligation de la proportionnelle. Alors, les structures de l'Europe, y compris ces députés, pour rendre audible et compréhensible l'Europe, ils essayent de faire le travail. Honnêtement, les institutions européennes essayent de faire des choses et les députés européens, quelle que soit leur couleur politique, pour la plupart, sont investis dans leur mandat, travaillent et essayent de s'adresser au grand public. Mais le problème, c'est que nous avons un mur médiatique où finalement on considère que c'est pas intéressant, ce qui est faux, et deux, les partis politiques nationaux préfèrent parler des enjeux nationaux sur leur temps de parole que des enjeux européens. Voilà, c'est vraiment assez dramatique. Et donc, encore une fois, le problème, c'est que là, évidemment, on arrive, vous savez, c'est comme les élèves qui travaillent mal, enfin, qui ne travaillent pas plutôt. Ils se réveillent la veille du contrôle et ils se disent, ouh là là, vite, 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 je vais tout travailler, je vais bûcher mes cours, comme ça, je vais être au point demain matin. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez être un bon élève, il travaille régulièrement à chaque fois et la veille du contrôle, il est assez serein.
L'Union européenne, c'est pareil. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, vous avez tout le monde qui vous explique « Ah, il faut qu'on fasse des dossiers sur l'Europe », ça c'est les médias, et puis vous avez les partis politiques qui disent « Ah, il faut qu'on explique aux citoyens quand même qu'aller voter aux élections européennes, c'est important, que les députés européens, c'est important, et qu'il faut que nous, notre parti, nous soyons majoritaires au niveau européen parce que c'est important. » Mais que ne l'expliquez-vous pas pendant les 4 ans et 10 mois qui précèdent les élections européennes suivantes? C'est-à-dire que c'est constamment qu'il faudrait expliquer l'importance des députés européens, l'importance de l'Europe, l'importance des victoires ou des défaites qui sont au Parlement européen. Et ça, c'est aux responsables nationaux des partis politiques de le faire. Et voilà, donc ça, il y a un moment, il faut aussi mettre les responsables politiques devant leurs propres responsabilités. Hum, hum, hum. Alors, les enjeux en matière de droits sociaux, c'est vrai que je les ai évoqués, j'ai été très rapide. Le problème au niveau du social, c'est qu'il s'agit d'une compétence nationale. Vous voyez bien, c'est-à-dire que l'Europe s'est quand même construit, vous vous rappelez la construction européenne, au début on avait voulu faire quand même quelque chose de plutôt politique, notamment en mettant en avant les questions de défense, et c'est la France qui a rejeté la communauté européenne de défense. Donc les pères fondateurs de l'Europe se sont dit, bon, l'Europe n'est pas mûre pour faire de la politique, on va faire de l'économie. Et s'est construite la CEE, donc Communauté économique européenne. Et on a fait de l'économie. Et l'Union européenne qui s'est ajoutée à tout ça, structurée en 92, enfin il y a eu les différents traités, mais finalement la question sociale est toujours restée en dehors de la construction européenne. Enfin quand je dis en dehors, je vais me faire gronder. Disons que le cœur des compétences est resté en dehors de l'Union européenne. Parce que donc on s'est centré sur la question économique, et puis aussi il y avait quand même beaucoup, y compris de forces de gauche, qui ne souhaitaient pas que les questions sociales rentrent dans l'Union européenne parce qu'elles avaient peur que ce soit tiré vers le bas. C'est notamment les sociodémocrates des pays nordiques. D'ailleurs, vous savez, c'est les mêmes sociodémocrates des pays nordiques, c'est-à-dire que soit les partis politiques sociodémocrates ou les syndicats sociodémocrates des pays du Nord, qui nous disent mais la question du SMIC européen, nous on n'en veut pas. La question des salaires, c'est un dialogue entre les syndicats et le patronat. Donc nous on ne veut pas que vous fixiez quelque chose de manière unilatérale. Mais bon là je suis très rapide et un peu caricatural, mais ça n'a pas empêché quand même l'Europe de s'impliquer sur les questions sociales. On a eu la charte sociale qui a été faite sous Jacques Delors, et on a eu en 2017 évidemment, je vais oublier le nom. Évidemment, je ne vais plus y arriver. Mais enfin, en 2017, vous avez eu le sommet de Göteborg qui a défini, si quelqu'un arrive, il le mettra en commentaire, ce serait gentil. 2017, Göteborg, en fait, vous avez 20 thèmes, les socles, voilà, c'est le socle, ça m'est revenu, voilà, c'est le socle des droits sociaux européens, et donc qui définit des leviers. Et l'Europe a fait des choses, notamment dans l'égalité homme-femme. L'Europe a essayé de faire des choses, mais c'est vrai que si on veut une Europe plus sociale, il faut déjà donner à l'Europe des compétences pour agir, et surtout, au-delà des compétences, il faut une majorité progressiste au Parlement européen. Si vous avez une majorité progressiste au Parlement européen, si vous avez une majorité progressiste au niveau du Conseil européen, il est probable que vous ayez des avancées sociales. Et d'ailleurs, à ce propos, on peut quand même noter le grand gâchis qu'a été la fin des années 90, où on avait cette fameuse Europe rose, vous savez, avec Jospin en France, Blair en Grande-Bretagne, Schröder en Allemagne. Sauf qu'en fait, comme tout le monde, et ça c'est un peu la maladie de la gauche, c'est que comme tout le monde considère que lui il est la vraie gauche et que les autres sont dans l'erreur, et bien finalement il y a eu un peu des disputes entre ces différentes gauches, ces différentes majorités, et finalement ce qui n'a pas permis à l'Europe d'avancer beaucoup sur les questions sociales. Et d'ailleurs, on peut aussi quand même voir un lien 20 ou 25 ans après avec cette montée de l'extrême droite. C'est-à-dire que quand la gauche n'arrive pas à répondre à la préoccupation sociale, eh bien, les classes populaires s'en détournent. Donc évidemment, la gauche doit répondre à la préoccupation sociale, mais de manière crédible et de manière efficace. Alors la politique industrielle, en effet, c'est un sujet majeur. En 2 mots, le problème, c'est que jusqu'aujourd'hui, on avait fait une politique pour les consommateurs, c'est-à-dire l'objectif, c'était que les consommateurs payent le moins cher possible.
Donc, on partait du principe que plus il y a de concurrence, plus il y a d'acteurs, ça va tirer les prix vers le bas. Ce qui a été quand même plutôt efficace. Sauf que, évidemment, l'inconvénient, c'est que vous vous retrouvez avec que des petits acteurs qui souvent sont affaiblis parce qu'en tirant les prix vers le bas, bah, ils ont du mal à innover, à investir. Et donc, ces petits acteurs, bah, ils se font soit balader au niveau de la concurrence internationale par des gros acteurs, ou ils se font aussi racheter. Et donc, ils disparaissent. Donc, en effet, il faut une véritable politique industrielle. Euh, je pense que là, depuis le Covid, tout le monde en a pris quand même pleinement conscience, y compris les libéraux d'ailleurs, hein. Donc ça, je pense que ça va se développer. Pourquoi il y a 37 listes aux européennes? Eh bien, c'est tout simplement parce que contrairement à d'autres pays, n'importe quelle personne qui trouve 80 copains en parité, hein, en termes de sexe, eh bien, peut présenter une liste. Voilà, il n'y a pas d'autres conditions, il n'y a pas de parrainage citoyen, il n'y a pas d'autres critères qui ont été instaurés. Donc finalement, tout le monde peut y aller. Donc c'est comme ça qu'on arrive à 37 listes. Ça fait un peu de pub, c'est le moment warolien. Alors en effet, la question migratoire, je ne l'avais pas mis dans les 4 premiers enjeux cités, je l'ai rajouté après, parce qu'évidemment, c'est quand même un enjeu important, mais qui me déprime tellement, mais tellement que c'est vrai que j'ai toujours du mal à l'aborder. Il y avait eu un excellent article dans Le Monde de Jackie Richard du Pacte civique, qu'il avait écrit avec quelqu'un d'autre que j'oublie, il faudra bien m'excuser, mais où en fait, on oublie totalement les faits. C'est-à-dire que l'immigration, c'est à la fois une fatalité, parce que depuis que l'homme est homme, il migre, il bouge. Voilà, donc l'immigration, il y en aura toujours. Ça, voilà, c'est une fatalité. Et c'est une nécessité économique pour financer notre système social, pour faire tourner un certain nombre de corps de métiers où on a du mal à trouver du monde parce que c'est des choses difficiles. Et puis, c'est aussi une nécessité en termes d'apport culturel, en termes d'apport, enfin, de tout un tas de choses, d'innovation aussi. Enfin, bref, c'est tragique. Évidemment, l'immigration, il y a aussi, c'est des défis, hein, c'est pas, il n'y a pas que des facilités, mais c'est tellement, enfin, je veux dire, on est tous, quand vous entendez les gens vous expliquer, enfin, la pureté de la race, parce qu'on en est là, hein, c'est la pureté de la race, mais ça, je veux dire, enfin, c'est ahurissant déjà, c'est bête à manger du foin, mais je veux dire, il suffit de regarder, on a tous des grands-parents, arrière-grands-parents qui sont originaires d'autres pays, et puis en plus, la pureté, elle commence où, elle finit où? Faut remonter jusqu'à avoir que sous les Mérovingiens, ça allait. Si après vous en avez, si vous remontez qu'aux Capétiens, ça va pas. Moi, il se trouve que je suis breton, c'est une de mes nombreuses qualités. Donc ça ne marche pas parce que la Bretagne, jusqu'en 1536-38, elle n'était pas française. Donc du coup, ça marche comment? Bon, puis en plus, j'ai eu des arrière-grands-parents qui étaient normands. Alors, c'est pas facile à porter, je sais, mais j'ai des arrière-grands-parents qui étaient normands, donc du coup, ça marche pas. Enfin, c'est tellement ridicule tout ça, mais c'est voilà. Donc du coup, c'est vrai que c'est très pénible. France Joubert, intervention très juste en effet, sur être porteur de valeurs universelles. En effet, et c'est ça quand même un des points forts de l'Union européenne et de l'Europe en tant que telle, c'est que l'Europe ne se pense pas pour avoir des idées que pour elle-même, mais aussi pour le monde. Alors, il y a un moment, ça avait mal tourné dans son histoire quand même avec le colonialisme, hein, parce que finalement, c'est quand même une leçon de l'histoire, c'est que on ne peut pas imposer aux gens d'être heureux, hein, parce que déjà d'une part, c'est compliqué, et d'autre part, bah, on n'a pas forcément raison. Il faut savoir aussi se remettre un peu en cause. Et c'est quand même le grand intérêt de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, finalement, n'impose pas, elle impose juste le débat. Et ça, ce qui permet finalement bien de résoudre nos conflits de manière pacifique, et puis on peut espérer par le haut. Donc en effet, l'agenda social, donc c'est ce que je vous disais, hein, le socle des droits sociaux fondamentaux. Et donc il y a un agenda social, mais alors ce qui est aussi assez rigolo avec l'Europe, c'est que l'Europe s'est rendue compte qu'elle devait faire du social, mais avec moins de socialistes, et elle devait faire de l'écologie avec moins d'écologistes. Donc c'est assez, tout ça est assez paradoxal. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, l'Union européenne n'est pas hors sol, hein. Elle voit bien ce qui se passe en Europe. Il y a notamment l'Eurobaromètre qui permet quand même d'avoir l'opinion des citoyens. Donc elle voit bien ce qui se passe.
Mais c'est vrai que bah, ce n'est pas toujours évident parce qu'il n'y a pas forcément les compétences. Et puis la volonté politique, bah, je vous dis, même si l'Europe se dit bah, on veut faire du social, bah, les socialistes européens et les forces de gauche en général étant minoritaires, ils arrivent à obtenir des victoires dans le cadre de compromis sur d'autres sujets, mais c'est pas évident, hein. Ça, c'est sûr que. Hum, 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 Alors, il y a en effet un dialogue social au niveau européen. Vous avez la Confédération européenne des syndicats, où les syndicats français sont quasiment tous représentés. Et puis, vous avez le patronat qui est Business Europe, et donc vous avez des discussions au niveau européen. Alors, sur l'épouvantail de l'islam et donc de l'islamisme, en effet, voilà, ça c'est ce que met en avant évidemment l'extrême droite. Donc, mais alors, vous savez, sur le fait que l'islam ne serait pas compatible avec l'Europe ou avec la France ou les valeurs, etc., nos valeurs républicaines, alors là aussi, évidemment, on est encore dans une ânerie, mais vous savez qu'on avait sorti exactement la même chose quand il y a eu les réfugiés, enfin pas les réfugiés, pardon, les immigrés polonais, espagnols ou italiens, enfin surtout je pense italiens et polonais, quand ils ont rejoint la France. On disait ils ne pourront pas s'intégrer parce qu'ils sont trop catholiques. Notre République, elle est quand même laïque. Vous savez, bon, c'était dans les années 1900, autour de cette enracinement de la République. Et donc après, finalement, bah, on considérait que ces gens-là étaient beaucoup trop catholiques et ça ne marcherait pas. Mais encore une fois, il s'agit en fait de masquer sa xénophobie. C'est-à-dire de masquer sa xénophobie donc derrière des peurs, en agitant des peurs, c'est toujours la même chose. On essaie de trouver des boucs émissaires, on essaye voilà, alors que finalement, bah, c'est comme tout le monde, les gens qui rejoignent l'Union européenne, non, c'est pas pour transformer l'Union européenne. Évidemment, c'est pour vivre en liberté et offrir un avenir meilleur à ses enfants, avoir accès à l'éducation, avoir accès à la santé, avoir accès à l'emploi, parce que n'oublions pas que ces gens-là souvent fuient des dictatures où les emplois sont réservés, notamment dans la fonction publique, à ceux qui ont la carte du parti, il n'y a pas de liberté d'expression, etc., etc. Donc, ce qui ne veut pas dire, évidemment, encore une fois, qu'il n'y a pas des migrants qui posent problème ou qu'il n'y a pas de problème de l'islamisme. Mais c'est se servir de minorités, c'est instrumentaliser des minorités pour faire rendre, enfin, traiter ainsi en fait la grande majorité des gens. Et c'est vrai sur tous les problèmes de société. Je veux dire, donc il y a un moment, en effet, il faut savoir, là encore une fois, je dirais, se ressaisir, redire les choses, et je renvoie vraiment vers les articles qui ont été écrits et qui remettent les faits. Alors écoutez, on va arriver au bout de ce webinaire. Alors je serais tendance de dire, malheureusement, c'est trop court, mais parce qu'encore une fois, et je vais peut-être conclure par là, c'est que l'Europe, finalement, en soi, j'allais dire, c'est pas un sujet. Il faut mettre de l'Europe dans tous les sujets. On parle d'éducation. Est-ce que l'Europe a des compétences? Que peut faire l'Europe sur les questions d'éducation? Évidemment, vous allez me dire Erasmus, tout ça, mais il y a d'autres choses. On va parler d'économie, quel rôle de l'Europe? On va parler d'immigration, quel rôle de l'Europe? On va parler du changement climatique, quel rôle de l'Europe? On va parler, vous voyez, quel que soit le sujet, on peut parler d'Europe. Par exemple, vous savez, l'Union européenne, là, qu'on a eu pendant la crise, elle a mis un programme pour financer le chômage partiel à hauteur de 100 milliards d'euros. Voilà, donc c'était une ligne de crédit pour financer ça. Personne n'en a parlé, que le chômage partiel a été financé, enfin en partie, par l'Union européenne. Donc vous voyez, en fait, c'est ça. Ce qu'il faudrait arriver, c'est que l'Europe ne soit plus un sujet de discussion à part, mais intègre les champs du débat public. Donc c'est pour ça qu'il faut européaniser la politique. C'est aussi pour ça qu'il faut politiser l'Europe. L'Europe doit être un enjeu entre deux débats politiques. Il n'y a pas le camp de la raison contre les barbares. Il y a des visions européennes plus de gauche, plus de droite, plus centristes, etc. Il y a aussi la question des compétences, évidemment. Et puis, sur la question, alors j'avais dit que je terminerais là-dessus, mais j'ai vu qu'il y avait une question, en effet, j'en ai pas parlé, c'est sur l'élargissement de l'Union européenne. L'élargissement de l'Union européenne, alors,
il n'y en a pas de prévu à court terme. Aujourd'hui, à peu près tous les pays qui veulent rentrer dans l'Union européenne ont été acceptés comme candidats. Vous avez 10 de mémoire, 10 pays qui sont candidats. Alors, vous avez des pays comme la Suisse, la Norvège et l'Islande qui ne souhaitent pas rentrer, mais tous les autres qui souhaitent intégrer l'Union européenne, je vous parlais de la Géorgie tout à l'heure, ont le statut de candidat. La difficulté, c'est que là, évidemment, on se retourne vers, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de l'Europe et avec qui? On va arriver, si je ne me trompe pas, à la plus grande période historique depuis la création de l'Union européenne où il n'y a pas eu de nouveaux entrants. Je vous disais, ça fait 20 ans qu'on a fait entrer les derniers États membres. Alors, il y a eu quelques années après, il y a eu la Roumanie, la Bulgarie, puis en dernier la Croatie. Depuis, il n'y a plus eu de pays à intégrer l'Union européenne. On voit bien qu'à court terme, aucun pays ne devrait l'intégrer. Et finalement, c'est la question de se poser quelle est le sens du projet européen? Qu'est-ce que nous voulons faire? Et là, encore une fois, on est tétanisé par cette question. Alors qu'en fait, il faut l'aborder très simplement, de manière très démocratique, en disant qu'est-ce qu'on veut faire de l'Union européenne? Or, je pense que l'Union européenne, finalement, ça doit être ce qui nous permet de peser dans le monde pour défendre nos valeurs humanistes et démocratiques. Pour moi, c'est ça l'ambition de l'Union européenne, c'est défendre à l'extérieur nos valeurs humanistes et démocratiques et à l'interne, permettre cette alliance entre l'efficacité économique et la protection sociale. C'est-à-dire que c'est quand même les deux piliers de la vie en société, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être uniquement à ignorer des aspects en disant non mais nous c'est que l'économie et finalement le social c'est un boulet, ou à l'inverse dire il n'y a que le social, puis finalement l'économie on verra bien. Il faut arriver à actionner ces deux leviers parce que c'est comme ça qu'on arrivera à continuer finalement ce qu'on a fait, c'est-à-dire la prospérité dans la justice sociale. Ça, je pense que c'est une ambition qu'on doit porter et il faut continuer à s'appuyer sur tout ce qu'on a réussi à faire, toutes les conquêtes sociales qui ont été réalisées, toutes les libertés que nous avons acquises. Il faut en être fier, il faut les défendre et il faut essayer vraiment de les développer. Je vous remercie beaucoup. Alors, pour celles et ceux qui voudraient rejoindre l'atelier Europe du Pacte civique, c'est possible. Si vous voulez participer avec nous donc, à ces discussions et à la rédaction de textes qui sont publiés sur le site du Pacte civique ou dans les flash infos, il faut envoyer un mail à Charles, auprès de qui vous êtes inscrit. Donc, c'est charles.cusso, C-U-2-S-E-A-U, @pacte-civique.org. Et puis comme ça, bien écoutez, vous participerez à tous nos débats et discussions. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que j'ai été clair. J'espère que j'ai essayé de présenter les principaux enjeux, même si vous avez vu, c'est très très vaste et très 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 large et pas forcément évident. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été aussi nombreux à y participer. Et puis, je vous invite vraiment à être aussi autour de vous les artisans de cette construction européenne et de ses valeurs. Bonne soirée. Au revoir.